Certains candidats outrepassent les règles régissant la pré-campagne électorale. C'est le cas par exemple de ceux qui font de la propagande avant l'heure ou ceux qui utilisent du matériel appartenant à l'État à des fins politiques. La session spéciale pour l'examen du CEPE aura lieu demain, une session qui concerne en tout 15 centres d'examen qui n'ont pas effectué les épreuves du CEPE le 14 août dernier. D'autre part, les circonscriptions scolaires sont en pleine préparation de l'examen du BEPC qui se tiendra du 3 au 6 septembre. Comparé à l'année dernière, le nombre de candidats à cet examen a augmenté, passant de 26 792 à 27 985. 23 125 d'entre eux ont choisi l'option A et 4 850 l'option B. Outre cela, le plus jeune des candidats à l'examen du BEPC cette année est âgé de 10 ans et le plus âgé a 45 ans. Le pape François a tenu hier des propos polémiques sur l'homosexualité lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait d'Irlande. Il préconise la psychiatrie pour les enfants homosexuels. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition de l'actualité politique. Certains candidats outrepassent les règles régissant la pré-campagne électorale. C'est le cas par exemple de ceux qui font de la propagande avant l'heure ou de ceux qui utilisent du matériel appartenant à l'État à des fins politiques. Reportage Michela Ranardzone. À Madagascar, aucune loi ne régit ce qui est permis ou pas de faire au cours de la période de pré-campagne électorale. Toutefois, la Grande Île étant un État démocratique, d'après la Commission électorale nationale indépendante, il faudrait suivre les normes internationales. Durant la pré-campagne électorale, voici ce que les candidats ont le droit et devraient faire. Premièrement, l'annonce officielle de leur candidature, ensuite les tournées pour inciter, mobiliser ou mettre en place les branches du parti politique. Et enfin, il faudrait que les candidats fassent connaître leur projet de société. Cependant, il est encore interdit de dire « votez pour moi » ou de pousser les électeurs à voter pour tel ou tel candidat par le biais d'accessoires où il est imprimé « votez pour tel ou tel candidat ». Ainsi, chacun a le droit d'annoncer officiellement sa candidature, de faire des tournées afin de faire connaître ses projets et d'inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Le discours et les actions de candidats ne doivent donc pas outrepasser les prérogatives qui leur sont accordées. La Commission électorale nationale indépendante a également souligné qu'il est interdit d'utiliser des biens appartenant à l'État à des fins politiques au cours de la période de pré-campagne, à l'instar de ce qui s'est passé hier à Fianarantsoa lorsque le chef d'État a utilisé les médias audiovisuels publics pour diffuser sa pré-campagne. D'autre part, depuis l'annonce officielle de la liste électorale, le temps d'antenne de chaque candidat commence à compter. À compter de l'annonce de la liste des candidats officiels, il faut respecter l'égalité du temps d'antenne de chaque candidat. Si en 24 heures, un candidat a l'opportunité de s'exprimer sur la chaîne audiovisuelle de l'État, les autres candidats devraient aussi avoir le même droit et pour la même durée, à moins que ces candidats ne décident eux-mêmes de reporter leur temps d'antenne. Face aux violations des règles commises par certains candidats, tous attendent les mesures prises par la CENI, qui actuellement prend également en charge la fonction de l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Et pour rappel, la campagne électorale sera ouverte 30 jours avant le premier tour du scrutin, c'est-à-dire du 8 octobre au 6 novembre. Toujours dans l'actualité politique, hormis les décisions d'urgence, le chef d'État intérimaire aura pour rôle de gérer les affaires courantes de l'État. Toutefois, il n'est pas apte à conclure de nouveaux accords qui engageraient l'État, ni à limoger ou à désigner un haut fonctionnaire.
L'application de nombreux articles de la Constitution lui est également interdite. Feizour Rafali. À Madagascar, c'est l'article 46 de la Constitution qui détermine le remplacement du chef d'État qui renouvelle sa candidature pour l'élection présidentielle. Ainsi, le chef d'État doit démissionner de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel et c'est le président du Sénat qui prendra sa place comme chef d'État intérimaire. Ce dernier exercera les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. Premièrement, le premier critère, c'est la gestion des affaires journalières. Comme leur nom l'indique, ce sont des affaires que le président de la République aurait à gérer en temps normal. Le président par intérim n'aura pas donc à créer de nouvelles perspectives ou encore à établir une nouvelle politique de l'État. Le deuxième critère, ce serait la gestion des affaires en cours. Cela veut dire que la décision que va prendre le président par intérim serait l'aboutissement des procédures déjà entamées durant la période normale. Et troisième et dernier critère, ce serait la gestion des affaires urgentes. Les affaires urgentes dans lesquelles les conséquences peuvent être lourdes ou dangereuses pour la collectivité ou la communauté s'il n'y a pas de mesures prises dans les temps impartis. Le président de la République intérimaire n'a pas le pouvoir d'engager l'État par le biais de la signature d'un accord ou d'une convention. Il y a également quelques articles de la Constitution qu'il ne pourra pas mettre en application. Le président par intérim n'aura pas donc à engager l'État dans une convention internationale, par exemple, dans une nouvelle convention internationale ou aussi dans un nouveau contrat. Par cela, le président par intérim ne pourrait pas nommer aux employés de l'État, par exemple, parce que cela engagerait l'État à long terme. Le président par intérim ne pourra pas aussi abroger des employés de l'État. Par ailleurs, le président par intérim aussi, de par la Constitution, ne pourra pas appliquer les articles 60, les articles 100, les articles 103, les articles 162 et 163 de la Constitution. Le président intérimaire ne peut donc pas appliquer l'article 54 et l'article 100 de la Constitution qui prévoit la nomination et le limogeage du Premier ministre. Il ne peut également pas dissoudre le Parlement comme prévu dans l'article 60 de la loi fondamentale. Une motion de censure, comme disposé par l'article 103 de ce même texte, n'est également pas possible. Outre cela, le chef d'État intérimaire ne peut également pas procéder à la révision de la Constitution prévue dans l'article 162 et 163 de la loi fondamentale. Dans l'actualité économique, s'il y a 30 ans, Madagascar était l'un des plus importants exportateurs de café. Actuellement, la production de la Grande Île ne suffit plus au marché interne. Une situation qui actuellement a pour effet l'importation de café et dont une des principales causes est l'inexistence de politique en matière d'agriculture. Les explications dans ce reportage de Mien Taranji Anaïf. À Madagascar, le secteur du café est actuellement en plein déclin, alors qu'il y a 30 ans, le café provenant de Madagascar avait une place considérable sur le marché international, avec une exportation qui atteignait les 63 000 tonnes en 1983. Actuellement, la Grande Île se trouve dans l'obligation d'importer du café de l'étranger, car sa production ne suffit plus au marché interne, d'après les explications de l'invité de l'émission, le journal de l'économie, diffusé hier sur Cool TV. Actuellement, c'est triste car notre production n'arrive même plus à couvrir notre consommation locale. Pour notre consommation, nous importons du café de pays membres de la COMESA comme l'Ouganda. D'autre part, le prix de notre café est élevé comparé à ceux venant de l'extérieur. Les autres exportateurs comme nous, membres de la SADC du COMESA, ont trouvé la faille et comme ils n'ont pas à payer de droits de douane lorsqu'ils importent à Madagascar, cela rend leurs produits plus abordables. Le déclin du secteur du café à Madagascar s'explique par diverses raisons, toujours selon les explications. L'inexistence d'une politique en matière de production est l'une des causes principales de cette situation. 500 à 600 000 tonnes d'arabica, robusta.
Actuellement, les Éthiopiens produisent entre 500 à 600 000 tonnes d'arabica. Comparé à Madagascar, l'Éthiopie a une politique agricole efficace. Résultat, actuellement, elle peut se payer un boin cash. Mais à Madagascar, il n'existe aucune politique nationale agricole pour nos produits de rente. Je ne sais pas pourquoi, alors que cela devrait exister. Je pense que ce n'est plus le moment de la recherche. Il faudrait faire des négociations avec le Brésil, comme le Congo ou le Rwanda, pour acheter des boutures qui découlent des dernières recherches effectuées. D'après le rapport publié par le ministère de l'Environnement, en 2016, Madagascar n'a exporté que 4500 tonnes de café. En matière de qualité, la grande île a exporté 95% de Robusta et 5% d'Arabica. Dans l'actualité sociale, la session spéciale pour l'examen du CEPE aura lieu demain, une session qui concerne en tout 15 centres d'examen qui n'ont pas effectué les épreuves du CEPE le 14 août dernier. D'autre part, les circonscriptions scolaires sont en pleine préparation de l'examen du BEPC qui se tiendra du 3 au 6 septembre. Comparé à l'année dernière, le nombre de candidats à cet examen a augmenté, passant de 26 792 à 27 985. 23 125 d'entre eux ont choisi l'option A et 4 850 l'option B. Outre cela, le plus jeune des candidats à l'examen du BEPC cette année est âgé de 10 ans et le plus âgé a 45 ans. Sur un tout autre sujet, les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat ont débuté ce jour. Cependant, certains candidats à cet examen n'étaient pas au courant que cette épreuve débutait aujourd'hui. Toutefois, ils pourront toujours le passer jusqu'à la clôture des épreuves pour cette discipline le 7 septembre prochain. Reportage Michael Ramarla. Les épreuves d'éducation physique et sportive pour le baccalauréat a débuté ce jour à 7 h du matin. Dans le stade de Mamassen, ce sont les candidats des établissements scolaires du 6e arrondissement qui s'y succéderont jusqu'à la clôture des épreuves le 7 septembre prochain. Aujourd'hui, ces épreuves se sont déroulées sans problème, d'après le chef de centre adjoint. Malgré les convocations, certains candidats ne se sont pas présentés. Dans la capitale, il y a de nombreux centres désignés pour les épreuves d'éducation physique et sportive. Si le candidat a eu un problème particulier qui l'a empêché de participer à cet examen et peut en apporter la justification, nous l'encourageons à se présenter au centre avec la pièce justificative. De nombreux candidats au baccalauréat n'ont pas été au courant que les épreuves d'éducation physique et sportive débutaient ce jour et n'ont toujours pas récupéré leur convocation. Pour ces derniers, les convocations sont à récupérer à Mamassen. Ceux touchés par ce problème sont pour la plupart des candidats libres. J'ai eu des cours et des examens et je n'ai pas pu prendre ma convocation. D'autre part, je suis un candidat libre. Je n'ai appris la tenue de ces épreuves que jeudi dernier. L'épreuve de natation va débuter le 1er septembre et les épreuves d'éducation physique et sportive du bac prendront fin le 7 septembre prochain. Passons maintenant aux actualités internationales. Le chef de l'armée birmane doit être poursuivi pour génocide à l'encontre des Rohingyas, selon l'ONU. Cette organisation internationale a demandé à ce qu'il soit poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Reportage France 24. Ce rapport des enquêteurs des Nations Unies accuse l'armée birmane d'avoir commis un génocide dans l'état d'Arakan visant les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée. La Tatmadaw accusée aussi d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans l'état du Shan et du Kachin, des régions où elle est aussi déployée. La commission d'enquête demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre ses responsabilités et de traduire en justice une liste de chefs militaires birmans qui pourraient passer devant un tribunal international. La Birmanie avait entravé le travail des enquêteurs, leur empêchant l'accès au nord de l'Arakan et à d'autres parties du pays où des crimes ont eu lieu, mais des centaines de témoignages ont été recueillis et des images satellites aussi à l'appui qui ont permis de montrer qu'il y avait eu des massacres et des viols collectifs commis par les troupes birmanes.
Le gouvernement civil et Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, ne sont pas non plus épargnés. Ils sont accusés d'avoir rien fait pour empêcher ce génocide et même d'avoir détruit des documents très sensibles et d'avoir permis la diffusion d'un discours de haine anti-musulman. Un discours de haine qui s'est propagé notamment sur Facebook, très populaire en Birmanie. Facebook qui a pris ses responsabilités, ils avaient été critiqués ces derniers temps, eh bien ils ont suspendu plusieurs comptes aujourd'hui et notamment celui du général Min Aung Hlaing qui n'est autre que le chef de l'armée birmane et le personnage le plus important de l'État avec Aung San Suu Kyi. Le pape François a tenu hier des propos polémiques sur l'homosexualité lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait d'Irlande. Il préconise la psychiatrie pour les enfants homosexuels. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Le pape François a-t-il couvert un cardinal accusé d'abus sexuels? Interrogé par des journalistes, le chef de l'Église catholique a refusé de répondre. J'ai lu cette déclaration ce matin. Je l'ai lu et je ne dirai que cela. Lisez attentivement le document et jugez-le par vous-même. Je ne dirai pas un mot dessus. Je pense que le document parle de lui-même. 11 pages au style incendiaire où l'archevêque Carlo Maria Vigano accuse directement le souverain pontife d'avoir eu connaissance des abus sexuels commis par le cardinal Théodore McCarrick. Selon lui, le pape savait, dès 2013 et 3 mois seulement après son élection, mais ce n'est qu'en juillet dernier, face aux révélations de la presse, que Théodore McCarrick est écarté de l'Église. L'ancien diplomate du Vatican appelle aujourd'hui le pape François à démissionner. En ce moment extrêmement dramatique pour l'Église universelle, il doit reconnaître ses erreurs et conformément aux principes proclamés de tolérance zéro, le pape François doit être le premier à donner l'exemple aux cardinaux et aux évêques qui ont couvert les abus de McCarrick et démissionner avec eux tous. Outre le sujet brûlant de la pédophilie, le chef de l'Église catholique a également été questionné sur le comportement à adopter face à un enfant homosexuel. Réputé progressiste sur le sujet, le pape a tout de même conseillé aux parents d'avoir recours à la psychiatrie. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Certains candidats outrepassent les règles régissant la pré-campagne électorale. C'est le cas par exemple de ceux qui font de la propagande avant l'heure ou de ceux qui utilisent du matériel appartenant à l'État à des fins politiques. La session spéciale pour l'examen du CEPE aura lieu demain dans 15 centres d'examen. D'autre part, les circonscriptions scolaires sont en pleine préparation de l'examen du BEPC qui se tiendra du 3 au 6 septembre. Le pape François a tenu hier des propos polémiques sur l'homosexualité lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait d'Irlande. Et ce soir, ne manquez pas le film Le Troisième Meurtre qui sera diffusé sur Cool TV. Regardons tout de suite la bande-annonce. どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。会うたびに言うことがコロコロ変わるもんだから。どんな人でした？三角さんって。高橋自身の恨みとか憎しみとかはなかったです。それが逆に不気味というか。来てたわね。娘さんじゃなかったんだ。あなたみたいな弁護士が犯罪者が罪と向き合うのを邪魔するのよね。なんで裁判長にハガキなんか出したの？憧れていたんですよ。人の命を自由にって。危険だな。川崎社長強盗殺人事件に衝撃。Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.